Bonjour, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour ce dernier volet du webinaire de la série Empreinte verte. Je suis Pouba Ganeshan, chercheur principal au Centre alimentaire de la Saskatchewan et votre hôte pour cet événement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons regarder dans le futur avec la récolte du futur, naviguer vers le carbone zéro dans l'agroalimentaire canadien. Comme d'habitude, nous avons avec nous le conférencier principal, le Dr Sylvain Charlebois, qui va nous donner un aperçu de la durabilité dans le domaine agroalimentaire canadien pour un carbone neutre dans notre production. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un grand merci à Agriculture et Agroalimentaire Canada pour son soutien indéfectible durant la série Empreinte verte. Et comme d'habitude aussi, tous les webinaires seront enregistrés, ou sont enregistrés et sont disponibles sur la page du Centre alimentaire de la Saskatchewan, ainsi que le webinaire d'aujourd'hui aussi. Et pour vos questions, s'il vous plaît, tapez-les dans la boîte à questions et réponses et à la fin du webinaire, nous allons répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, c'est à vous la parole, Sylvain. Merci, Pouba. Aujourd'hui, je suis un peu nostalgique. C'est notre dernier webinaire ensemble. C'est notre cinquième et dernier. Puis, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec vous, Pouba, et puis l'équipe au centre à Saskatoon. Vraiment, là, ça a été une belle initiative. Et puis, depuis plusieurs mois, ben, on développe des webinaires qui sont, à mon avis, pertinents pour le domaine de l'agriculture, de la chaîne agroalimentaire. Il y a tellement de choses qui se passent. D'ailleurs, ce matin, je lisais un rapport sur les investissements en agriculture, en agritech, en technologie agroalimentaire. Et le Canada est au neuvième rang dans le monde pour ce qui est des investissements dans le domaine. Donc, vraiment, il y a tellement... En 2023, on a vu au-delà de 400 millions de dollars d'investissement au Canada seulement. Donc, on voit vraiment que c'est une priorité. Et puis, il y a beaucoup de ces investissements-là sont pour appuyer disons, les ambitions de l'industrie pour devenir plus vert, disons, environnemental finalement. Donc, c'est quand même prometteur. Durant les derniers mois, on a parlé de protéines végétales, on a parlé d'emballage, on a parlé de chaîne d'approvisionnement, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de toutes sortes de sujets. Pour le dernier webinaire, j'ai pensé peut-être parler en fait, de quatre études de cas intéressants, des cas que je connais quand même assez bien, des cas qui, effectivement, nous font réfléchir. Ce sont des cas canadiens. Et les quatre cas sont quand même assez différents. On a deux compagnies en démarrage. Il y a aussi deux compagnies bien établies qu'on va discuter ensemble cet après-midi par rapport aux technologies qu'ils ont développées et la façon qu'ils l'ont fait aussi. Hein, parce que souvent, on parle de technologie environnementale, puis on pense vraiment à réduire l'empreinte carbone des entreprises, mais on pense jamais à l'aspect humain, l'aspect relationnel qui amène justement les entreprises à être plus vertes finalement. Parce que c'est important de vraiment décarboniser notre système agroalimentaire, mais il faut quand même demeurer efficace et performant à long terme. Donc, c'est l'enjeu qui est primaire actuellement, parce que quand on parle de la production, par exemple, ben, évidemment, il y a une réalité qui est telle que, bon, il n'y a pas grand-chose que les producteurs peuvent contrôler. Au niveau de la transformation, il y a une autre dynamique, distribution, etc. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler de tous ces segments-là pour vous donner une meilleure idée de ce qui s'en vient dans l'avenir pour ce dernier webinaire-là.
Alors, voici, c'est moi, bien sûr. Vous avez l'information ici qui vous permet de me rejoindre directement. Vous pouvez simplement m'envoyer un courriel ou me rejoindre sur X ou Twitter, qui est la plateforme que je préfère beaucoup parce qu'il y a beaucoup... en fait, j'ai souvent de belles échanges avec différentes personnes que je connais ou des fois que je connais pas. Donc, très intéressant. Alors, les quatre études de cas qu'on a à vous présenter aujourd'hui, ben, il y a d'abord les fermes Maya. En fait, c'est une compagnie qui vient de Richmond, en Colombie-Britannique, je crois. Et cette compagnie-là vraiment redéfinit un peu la production de la protéine. Évidemment, la protéine, c'est un élément très important de notre alimentation, bien sûr. C'est 40% de ce qu'on mange. Et évidemment, on parle beaucoup de protéines ces temps-ci parce que l'empreinte écologique de la production de la protéine est quand même assez importante. Alors, c'est pour ça que les fermes Maya en fait, sont un cas intéressant pour le webinaire d'aujourd'hui. Ensuite, on va parler de McCain Foods avec l'agriculture régénérative. C'est un aspect important de l'agriculture. Mais dans le cas de McCain Foods, d'abord, c'est un leader mondial dans le domaine des patates, dans le domaine de l'agribusiness. Et puis, je voulais parler un peu de ce que moi j'ai vu avec McCain Foods. Puis, je pense que c'est une histoire à succès qui est très intéressant pour ce qui est de la collaboration au sein de la chaîne, essentiellement. Troisièmement, on va parler de tarification dynamique. Wendy's, évidemment, est un cas intéressant. On va creuser davantage dans le concept de tarification dynamique, puis je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui pourquoi que c'est important comme concept pour l'avenir, bien sûr, pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y en est de l'environnement et de la tarification dynamique. Et finalement, Index Biosystems qui ont développé des étiquettes biologiques finalement qui permet justement au traçage et retraçage des ingrédients à travers la chaîne d'approvisionnement. Donc, ce sont quatre cas qui sont extrêmement intéressants à mon avis. Alors, commençons par les fermes Maya. Ben, en fait, les fermes Maya, là, c'est un cas, c'est le cas d'une entreprise qui a regardé la protéine de façon un peu différente. Au début, Maya voulait développer, travaillait avec les champignons, bien sûr, parce qu'il travaille avec les champignons, pour développer de la protéine, mais l'idée, c'était de faire des champignons gastronomiques. Et puis, le travail que nous, on fait à CDL à Calgary, et Maya a fait partie du programme de CDL. On a vu qu'il y avait un potentiel pour ce qui est de la protéine. Alors, il y a eu une réorientation et c'est comme ça qu'ils ont créé CanPro, une protéine sèche offrant une densité protéinique plus élevée que la viande rouge. Tantôt, je vais vous présenter une vidéo. En passant, la vidéo est en anglais, je suis désolé, mais je pense que la vidéo vraiment explique très bien ce que Maya fait exactement. Donc, c'est une protéine qui est naturelle. On peut faire pas mal de choses. C'est une protéine qui est malléable. On peut jouer avec la texture, on peut jouer avec le goût aussi. Et c'est une protéine qui est extrêmement intéressante. Et puis, bien sûr, Maya ont déjà des clients qui recherchaient en fait une source de protéines en fait qui était verte, mais en même temps qui ne compromettait pas le goût et la texture de certains produits. Donc, Maya déjà a des clients, puis c'est quand même assez intéressant. En fait, d'ailleurs, Maya, avant que j'oublie, c'est une entreprise qui travaille déjà avec la NASA, imaginez-vous. La NASA qui développe des protéines pour la consommation de protéines en espace, finalement. Ils voient en Maya une belle solution pour l'alimentation en espace. Donc, l'écosystème, c'est là où ce qu'on voit où les mycoprotéines se situent par rapport
au reste qu'on connaît. D'abord, évidemment, le bétail, la production traditionnelle de la protéine. Moi, à mon avis, ça ne changera pas, là, ça va rester là quand même. Mais il y a des défis. Il y a des défis quand même par rapport à la production traditionnelle de la protéine animale. Et puis, on voit vraiment que c'est une production qui est intensive au niveau des ressources, puis on tente de trouver de nouvelles solutions. Et depuis quelques temps, on a vraiment regardé l'isolat de protéines pour voir justement si on peut recréer en fait ce qui est de la protéine animale finalement. Est-ce que justement on peut recréer la même texture, le même goût, etc. Mais il y a quand même beaucoup de travail, il y a beaucoup de défis. Tandis que les mycoprotéines, ben, on voit que l'intensité de la protéine est beaucoup plus importante avec l'empreinte écologique qui est moins importante aussi. Donc, on voit vraiment qu'il y a un potentiel assez intéressant pour ce qui est de la mycoprotéine. Une victoire pour la chaîne alimentaire, bien sûr. La mycoprotéine, finalement, 98% pour ce qui est de la digestion, en fait cette protéine-là, il n'y a pas tellement de problème. Il n'y a pas de problème au niveau des allergies aussi, comme on voit avec d'autres protéines végétales, entre autres. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, on voit que pour l'ensemble, les mycoprotéines se portent bien. La raison pourquoi que cette compagnie-là est intéressante, c'est simplement parce que, effectivement, c'est une entreprise qui s'attarde à la chaîne, aux ingrédients. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de recherches à ce niveau-là. C'est qu'en bout de ligne, il y a le consommateur qui recherche certaines choses, mais on s'intéresse de plus en plus à une protéine qui va être efficace, moins chère. Et pour ça, c'est quand même assez intéressant en soi. Alors, j'ai une vidéo pour vous, en espérant que ça fonctionne bien, qui explique un peu ce que Maya a fait. Vous allez rencontrer, en fait, Ashton et Gavin, deux personnes que je connais très bien. D'ailleurs, Maya Farms travaille avec le centre à Saskatoon. Et puis, donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce cas-là. C'est parfait pour, justement, faire le lien entre les deux. Donc, Maya Farms, une introduction dans un reportage de la CBC qui a été diffusé il y a quelques mois. Maya Farms produces mushroom protein through a process called biomass fermentation, which is the most efficient form of protein production that has ever existed. What we do is take a single teaspoon of mushroom spores and we introduce that into a stainless steel tank that essentially looks like a brewery. We take agricultural byproducts, which are largely considered, waste streams. We take the sugar from that and we feed that to fungi. What we produce is a dried and shelf-stable ingredient that can last 12 months. It can ship anywhere on the planet. You can take this and incorporate this into different sausages, steaks, cutlets, burgers. You can eat it in stir fries. What this is an extremely versatile ingredient that can, at scale, be produced at a lower cost than animal protein. What we want people to see is that this is the center of the dinner plate. This is the main piece, and we don't want people to feel dissatisfied with what they're putting. What we know is that this has the potential to be, incredibly delicious. We're creating something as neutral as possible that has that bite, that keeps shape throughout the entire cooking process, that we can provide to people who love to cook. Maya Farms was founded by a farmer, an engineer, and a neuroscientist. And the three of us came together because, we all have roots in agriculture and a desire to look at the way that we produce food a little bit differently. My brothers are farmers, my father's a farmer, and I look at what they're doing and it inspires me, but I also think there's huge climate risks that they face to be able to continue
to produce crops in the same way that they've done for the last 60 years. And if we don't bring some of this food production indoors, we are leaving ourselves at a massive risk, by the middle of this century, where the unpredictability of our climate systems is going to result in reduced crop loss at a global scale. We find that if we compare beef production versus, this mycelium or mushroom protein production, that there's closer to about a 6 times reduction in carbon dioxide equivalent in using mushroom protein versus beef protein. And this is also the equivalent of using about 40 times less land using our method. We're laying the groundwork of the science here today with support of the National Research Council of Canada to build out this framework so that the scientists today become the farmers of tomorrow. Donc, c'est ça, c'est Maya Farms avec Gavin et puis Ashton. En fait, ce qui est intéressant avec le cas de Maya Farms, c'est que vraiment, il y a 3 individus, un neuroscientifique, un ingénieur puis un producteur agricole qui sont jeunes, donc une perspective différente. Et puis, pour ce qui est de l'innovation dans le domaine agroalimentaire, moi, je pense, en tout cas, de plus en plus, qu'on va voir, en fait, l'arrivée de plusieurs personnes qui ne pensent pas nécessairement de façon classique par rapport à l'agriculture. Et puis, je pense qu'on va en avoir de plus en plus de ça. Puis, Maya Farm, c'est vraiment l'exemple de ça. On honore l'héritage agraire avec l'agriculture traditionnelle, mais en même temps, on reconnaît qu'il y a des défis à long terme pour ce qui est de l'agriculture traditionnelle. Donc, très intéressant comme entreprise. Donc voilà, Maya Farms, pour ce qui est de ce cas-là. Donc, le deuxième cas, en fait, c'est McCain Foods. Je pense que vous connaissez tous McCain Foods. McCain Foods est une entreprise très ambitieuse pour ce qui est de l'environnement. Ça m'a vraiment surpris. Il y a 2 ans, McCain Foods était rentré en contact avec moi, m'a contacté pour m'expliquer un peu ce qu'ils voulaient faire avec l'agriculture de régénération, où en fait, l'entreprise est exposée en fait aux consommateurs qui recherchent autre chose. Et puis, c'est ça, justement, on a tenté de parler aux producteurs pour dire, ben voici ce qu'on s'attend, les consommateurs et la planète s'attendent à d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment qu'on peut travailler ensemble pour répondre à leurs besoins? Et puis, je pense que l'entreprise, vous voyez qu'il y avait un clivage entre ce que les consommateurs veulent et puis quand on parle de l'environnement, quand on parle justement de la santé des sols, de l'utilisation des fertilisants et tout ça, il y avait vraiment, en fait, il y avait 2 mondes, là, vraiment, parce que d'un côté, les consommateurs s'attendent à certaines choses, surtout les plus jeunes générations comme les milléniaux et la génération Z. Mais d'un autre côté, les producteurs, ils prennent des risques. Et puis souvent, ben, ils contrôlent rien. Donc, c'est pour ça que d'avoir un joueur puissant, influent comme McCain Foods, ben, évidemment, c'est quelque chose d'assez intéressant et exceptionnel pour les producteurs agricoles qui se sentent plus ou moins à l'aise avec un agenda vert qui les amène tranquillement pas vers l'inconnu. Alors, c'est sûr que, bien sûr, c'est important pour eux de réaliser qu'ils ont un partenaire. Puis, dans le fond, c'était ça un peu. C'est un partenariat qui permet justement aux producteurs agricoles d'adopter de nouvelles pratiques en toute quiétude, finalement. Donc, qu'est-ce que l'agriculture de régénération il faut d'abord la définir parce qu'il y avait beaucoup de sceptiques par rapport à cette définition-là. Ça peut être toutes sortes de choses. Les gens disaient que c'était pas clair, c'est un peu politique, on dit ce que les consommateurs veulent entendre, etc.
Mais McCain, vraiment, se sont engagés à faire quelque chose de sérieux, quelque chose de clair. On ne voulait pas s'embarquer dans la polémique de tout ça. On voulait vraiment, vraiment bien définir des mesures de performance quantifiables, mesurables pour les producteurs agricoles, pour que justement, qu'on puisse dire, ben écoutez, c'est pas juste du flafla, c'est pas juste de l'invention, c'est quelque chose de concret, quelque chose de clair, quelque chose que les producteurs peuvent comprendre à long terme. C'est pas un plan super élaboré, je vais vous montrer ça tantôt. J'ai une autre vidéo pour vous, en espérant que ça fonctionne. C'est vraiment une vidéo qui explique un peu l'esprit derrière le programme d'agriculture de régénération chez McCain. Encore une fois, la vidéo est en anglais, je suis désolé, mais il y a des sous-titres en français pour celui-ci. Ik ben Jan Lampert, ik leid samen met mijn vrouw een akkerbouwbedrijf. Ik werk nu al 27 jaar samen met McCain. De teeltmanager Chris die komt gewoon uit zichzelf om de paar weken langs om even de stand van de gewassen door te nemen. Van de week dan stonden de rijen toch mooi gesloten, want dan eigenlijk een beetje bladbedekking boven de ruggen. Die kent ook jouw bedrijfsvoering en jouw inzet voor je bedrijf. Wat denk je ervan? Zullen we ze plant gekeken? En je koffie op. Ja. We hebben nu zelfs ook bloemenranden ingezaaid in samenwerking met McCain, zodat er een goed bioleven ontstaat naast het aardappelveld. En dat kan dan een meerwaarde geven voor de teelt, zodat je beter je bladluizen kan bestrijden, zodat je waarschijnlijk minder gewasbeschermingsmiddelen hoeft te gebruiken. Dat is heel leuk. Luizen in de aardappels die bent ook veel minder, hè? Ik ben ook veel minder. Naast het bloemenproject heeft McCain ook proefvelden, zodat daar wel 30 rassen aardappelen geteeld worden. Nou, dat ziet er wel leuk uit. Ja. Het is echt een frietras, omdat hij zo mooi van vorm is. Voornamelijk is ook de grondsoort afhankelijk hoe goed een gewas groeit, om daar zo goed mogelijk rendement mee te halen en waar je zo weinig mogelijk milieubelasting mee geeft. Als je zo'n veld aardappelen helemaal tot je mag rekenen en dat je daarvoor mag zorgen, dat geeft een ontzettend goed gevoel. Dan ben je echt de rentmeester van de natuur. C'est une vidéo qui résume très bien, en fait, ce qui se passe chez McCain, à mon avis. Et puis, en fait, on voit là qu'il y a une préoccupation au niveau de la performance et de la production, autant que l'environnement, bien sûr. Donc, il y avait des cibles, il y a des cibles très, très claires liées au programme de McCain. Donc, 25% de réduction de l'émission de CO2 par tonne de pommes de terre produites, entreposées et transportées pour 2030. 15% pour ce qui est d'utilisation d'eau, de réduction pour l'utilisation d'eau d'ici 2025. Et 20% de toute la production de pommes de terre pour McCain qui utilise la variété nécessitant moins d'eau pour 2025. Donc, on voit vraiment qu'il y a des objectifs clairs, des objectifs, en fait, collectifs, c'est important. Mais en même temps, on veut individualiser les performances. Et puis, dans le cas de McCain, ce qui est intéressant, c'est qu'on reconnaît que ce n'est pas tous les producteurs qui embarquent à la même vitesse. Il y en a qui vont hésiter plus que d'autres, il y en a qui ne sont pas sûrs. Évidemment, chaque champ est différent, chaque région est différente. Alors, on reconnaît que justement, l'entreprise doit être flexible par rapport à la réalité de l'agriculteur, tout en maintenant une petite pression pour justement améliorer les performances. Ce que j'adore avec leur approche, c'est que leur approche est quand même simple. On ne parle pas d'un document de 30 pages, là. On parle vraiment d'un document de une page seulement, puis dans cette page-là, il y a vraiment des mesures de performance très claires, très simples à comprendre. Là, encore une fois, je suis désolé, je n'ai pas pu obtenir la version anglaise
cette page-là. Mais en gros, ce qu'on a, ce sont des indicateurs de performance avec des grades de changement finalement. Donc, le grade engagé, avancé et le grade de leader ou meneur. Ce qui, justement, permet à l'agriculteur d'être un peu, disons, motivé par le changement. Donc, on veut changer et améliorer la performance, finalement, de ce qui se passe dans les champs, etc. Donc, on parle, évidemment, des différentes sortes de cultivars, là, de plantes. On va aussi regarder au niveau de l'utilisation des fertilisants, on va regarder comment on traite les sols, la science des sols, etc. Donc, tout est là dans cette page-là. Et aussi, en deuxième page, c'est la même page, je n'ai pas pu mettre tout en une page, mais il y a encore 3 indicateurs avec, encore une fois, 3 grades pour chaque indicateur, ce qui est en soi extrêmement intéressant. Alors, en gros, finalement, l'approche de McCain est quand même assez simple, mais en même temps ambitieux. Donc, c'est un bel équilibre, je pense, que McCain atteint avec tout ça. Mais en gros, c'est pas compliqué, là. C'est le changement, c'est de décarboniser la production, c'est d'aligner la production ou les aspirations de la production avec ce que les consommateurs recherchent, sans que les consommateurs comprennent l'agriculture en même temps. C'est pour ça que en fait, la feuille de route qui est offerte par McCain, dans le fond, c'est une feuille de route qui est très réalisable, qui permet justement au secteur de s'améliorer. Puis ça peut donner même un avantage concurrentiel aux producteurs qui travaillent pour McCain, finalement. Donc, c'est un peu ça l'objectif, c'est de s'aligner aux aspirations de demain. Le troisième cas, qui est un petit peu vraiment différent de McCain et puis de Maya Farms, c'est le cas de Wendy's. Là, on se rapproche vraiment du consommateur avec ce cas-ci. Et puis, je voulais parler du cas de Wendy's parce que c'est un cas qui est très récent. C'était dans les nouvelles récemment. Si vous l'avez manqué, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que le président de Wendy's, Kurt Tanner, annonçait justement que les restaurants Wendy's aux États-Unis étaient pour commencer à utiliser la tarification dynamique. Et puis, évidemment, la tarification dynamique, c'est un peu controversé. C'est surtout perçu comme un mécanisme de profitabilité pour augmenter les profits d'une chaîne, surtout. Donc, par exemple, si la demande est forte pour un produit, ben c'est avec la tarification dynamique qu'on peut justement augmenter le prix. Ça a mal passé. De la part de Wendy's. Il y a eu vraiment beaucoup de mauvaise presse. D'ailleurs, le lendemain, le président Tanner a dû s'expliquer davantage. En fait, il y a beaucoup de fils de presse qui disaient justement qu'on voulait... on changeait d'idée, mais ils n'ont pas changé d'idée. Ils vont de l'avant avec la tarification dynamique. Le hic, c'est que la tarification dynamique, c'est pas nouveau là, dans le secteur, que ce soit au détail ou au service. C'est pas un concept qui est nouveau comme en soi. C'est vraiment mal expliqué ou mal compris. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est si important, surtout dans le cadre d'un webinaire sur l'environnement. La tarification dynamique, là, c'est en fait, en principe, c'est vraiment, c'est d'optimiser les opérations. Évidemment, il y a l'ancien modèle, c'est qu'on fixe un prix et puis on vend ce produit-là à un tel prix selon les coûts de production, etc. Mais on a reconnu avec les années que les coûts varient beaucoup selon la demande, selon l'offre aussi. Si on a des patates, on n'a pas de patates, le prix du bœuf, etc. Donc, comment on crée un marché dynamique finalement? Par le biais de la tarification dynamique. Fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est que au niveau des prix,
avec la tarification dynamique, on peut avoir plusieurs prix. On peut avoir un prix plus haut, plus bas, tout dépendant de la demande et de nos cibles de revenus, tout simplement. Donc, si par exemple, vous êtes habitué d'aller chez Wendy's à midi, puis il y a beaucoup de monde, vous allez payer plus pour votre hamburger. Par contre, bien sûr, au lieu d'attendre, souvent, ben, vous n'allez pas attendre. Donc, le service, la qualité du service change aussi en même temps. Donc, c'est pour ça que, tu sais, faut faire attention. Tandis que si, par exemple, vous voulez avoir un hamburger à 11 h le soir, la demande risque d'être moindre. Et puis, évidemment, on pourrait vous offrir un burger à moindre prix. Moi, ce que je vois dans l'avenir, c'est justement des applications qui permettraient justement aux consommateurs de comprendre, en fait, bon, qu'est-ce qui est où est-ce qu'on pourrait trouver le meilleur prix pour le produit que je veux? À 11 h le soir, à minuit, puis après ça, on s'en va là, selon une application. Donc, il va y avoir un jeu du chat et de la souris constamment avec le marché dynamique. C'est un peu ça. Et pourquoi que les entreprises misent sur la tarification dynamique? Ben, c'est simple, c'est pour diminuer les coûts afférents comme la perte, le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, excusez-moi, le gaspillage alimentaire, c'est un coût qui est assez important, que ce soit au détail ou au niveau du service. Ça permet aussi de travailler en amont de la chaîne avec les fournisseurs, comme Cisco, GFS, peu importe, là, McCain. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on agence tout ça? Et puis, comment on fait pour aligner la chaîne d'approvisionnement à une demande qui est souvent imprévisible, là. On s'entend, là, souvent, il y a des choses qui se passent, mais on ne sait pas trop comment répondre à tout ça. Ben, dans le fond, la tarification dynamique permettrait à une chaîne d'approvisionnement à s'adapter. Il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que, bien sûr, la température va changer les comportements, les goûts. Une célébrité à la télévision va annoncer qu'on vient de manger un hamburger ou on achète tel produit, puis les gens veulent ce produit-là. Bien, la tarification dynamique pourrait justement permettre à mieux gérer. Donc, les tabelles vides que vous avez vues en mars 2020, par exemple, ça pourrait être chose du passé. C'est sûr que c'est rare qu'un secteur au complet ferme, comme la restauration, mais ça vous donne une idée qu'est-ce qu'on peut faire avec la tarification dynamique. Et plus qu'on est en mesure de faire ça, avec le modèle just-in-time, très serré, mieux qu'on est en mesure de réduire le gaspillage alimentaire. Et le gaspillage alimentaire est un problème environnemental majeur. Donc, et évidemment, vous et moi, on paye pour le gaspillage alimentaire à chaque jour lorsqu'on achète des aliments de partout, là. On achète des aliments à l'épicerie, peu importe. On a commencé à voir la tarification dynamique dans différents magasins en Europe. Moi, je pense à Metro, par exemple, en Allemagne, où justement la tarification dynamique existe. Très intéressant comme concept. Mais dans le fond, en temps réel, si, je sais pas moi, les pommes ne se vendent pas à 5 heures, ben on réduit les prix tout d'un coup pour stimuler la demande, tout simplement. Et puis, encore une fois, dans les deux sens, les consommateurs apprennent du marché et vice-versa. Donc, la tarification dynamique, à mon avis, est un concept très, très, très intéressant. Mais Wendy's a fait une annonce, à mon avis, qui était un peu peut-être maladroite, sans le vouloir, là. C'est que moi, je pense qu'actuellement, on comprend tous l'intelligence artificielle puis le rôle que ça joue dans nos vies, le rôle que ça a joué dans nos vies déjà, puis ce que ça pourrait faire à l'avenir. Et puis, malheureusement, je pense que le président du directeur général de Wendy's prenait pour acquis que tout le monde comprenait ça. Mais il n'y a pas grand monde qui comprend ça. Fait que j'ai l'impression que, finalement, on a décidé de tout simplement rester plus silencieux par rapport à la tarification dynamique. Moi, je suis pas mal certain qu'on ne va pas entendre parler de tarification dynamique demain matin en raison de ce qui se passe avec Wendy's, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent la tarification dynamique déjà, là. Vous avez sûrement été dans un magasin ou un restaurant
où la tarification dynamique existe, mais on ne l'a pas dit, tout simplement parce que, en raison de perceptions publiques qui sont souvent, malheureusement, négatives. Donc, ben, c'est une évolution, à mon avis, à long terme. Donc, le détail et le service vont s'adapter et plus qu'on va optimiser cet équilibre-là entre l'offre et la demande, plus qu'on va voir, en fait, moins de gaspillage et que l'empreinte écologique qui est augmentée par nos décisions, finalement, ou notre comportement, ben, va être réduit. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, mais j'ai l'impression que c'est un concept qui va prendre de l'ampleur de plus en plus. Le dernier cas auquel je veux discuter, c'est le cas de Index Biosystems. On parle de rappel alimentaire, on parle de fraude alimentaire, on parle de salubrité alimentaire, etc. Et puis, évidemment, les rappels viennent qu'à coûter cher. Évidemment, il y a beaucoup de compagnies qui font des rappels volontaires et puis ils viennent qu'à perdre beaucoup d'argent, mais c'est rarement ciblé. Hein. On rappelle des lots et des lots sans savoir quel produit a été contaminé, etc. Mais évidemment, la solution, c'est de numériser la chaîne d'approvisionnement avec l'identification fiable des produits, mais l'identification fiable des produits en utilisant un produit biodégradable ou en fait biologique. Et c'est là que, en fait, le logiciel Trailhead qui a été développé et Biotag qui a été développé par Index Biosystems est très, très, très intéressant. Ce sont des codes-barres microscopiques qui relient en toute sécurité un produit aux données de la chaîne d'approvisionnement. Moi, j'ai travaillé avec cette compagnie-là, puis c'est une compagnie qui est quand même assez intéressante, merci. C'est une compagnie qui est appuyée par quelques investisseurs. Ils ont déjà des clients. Je vous explique en gros, là, évidemment, encore une fois, c'est un diagramme en anglais, mais en gros, comment on fonctionne avec tout ça? C'est qu'on asperge les denrées agroalimentaires, comme dans ce cas-ci, c'est le blé. Et le blé part de la ferme, on asperge, et une fois aspergé, le blé a justement une étiquette écologique rattachée au produit. Donc, ces données-là, évidemment, suivent le produit jusque dans la transformation, durant la distribution, sur transformation encore, et jusqu'à la consommation. C'est assez incroyable. Alors, le pain que vous achetez dans un magasin pourrait avoir justement certains biotags attachés, en sachant exactement. Donc, le biotag peut vous dire d'où vient le blé, qui a produit le blé, dans quelle section de la ferme d'un producteur, quand est-ce que c'était récolté. Toute cette information-là peut être rattachée au blé. Donc, c'est quand même assez puissant comme concept, finalement. Évidemment, c'est souhaitable de faire ça, d'avoir une traçabilité performante pour réduire les pertes le plus possible, parce que de produire de la nourriture et de voir tout ça être gaspillé, écoutez, ça arrive, c'est tellement fréquent de voir des produits être jetés parce qu'il y a eu un rappel, et puis évidemment, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, malheureusement. Donc, c'est un peu ça. Le concept de biotag, c'est un peu ça. Et évidemment, avec les étiquettes biologiques, on peut l'appliquer à la farine, au beurre, aux épices, aux protéines laitières, chocolat, produits pour animaux de compagnie, protéines, etc. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'applications possibles pour ce genre de technologie-là. Et puis, malheureusement, en fait, la compagnie a déjà des transactions avec ces différentes verticales-là. Donc, pour chaque logo que vous avez là, la compagnie a déjà travaillé avec une compagnie. Et puis, les résultats sont probants. Le problème dans tout ça, c'est qui va payer? Est-ce que c'est possible de payer pour ça? Parce que quand on parle de salubrité alimentaire, il n'y a pas de grandes compagnies qui veulent investir davantage. Mais quand on parle d'authenticité, par exemple, l'histoire du blé,
si on asperge le blé puis on veut s'assurer que c'est du blé canadien dans le produit, ben on peut assurer les clients avec ces étiquettes-là, par exemple. Donc, il y a la salubrité, mais il y a aussi l'authenticité qui pose de plus en plus problème dans le secteur. Et puis, l'authenticité, évidemment, ça l'amène aux acheteurs de se préoccuper d'où vient leur produit comme tel. Donc, en fait, c'est ça. Ce sont les 4 cas que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé. Donc, il y avait Maya Farms, il y avait McCain, il y avait Wendy's et finalement le cas de Biosystems, Index Biosystems, qui est très, très intéressant. Souvent, on a des invités sur notre podcast. Notre podcast est un podcast qui est hebdomadaire. À chaque semaine, on a une émission avec moi et Michael Leblanc. Je vous encourage de l'écouter. C'est un des podcasts populaires en management. En fait, c'est le podcast le plus populaire en management au Canada. Je vous encourage d'écouter ça sur Spotify ou sur Apple ou sur Google, peu importe, là, votre choix. Alors, en souhaitant que vous allez pouvoir nous écouter, effectivement. Et sur ce, je vais redonner la parole à Pouya pour qu'il puisse me poser de sérieuses questions sur la présentation d'aujourd'hui ou autre, évidemment. Donc, Pouya. Oui, merci Sylvain. Ce très, très beau webinaire est très informatif. Et puis, on a bien le temps de prendre quelques questions aussi. Et d'abord, ce sera à propos de la tarification dynamique. C'est nouveau et c'est intéressant. Mais pensez-vous qu'il y a une possibilité que ce soit abusé par des prix très élevés selon les heures de pointe? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, ben, c'est la critique, hein. Vous soulevez un très bon point. Il y a beaucoup de gens qui pensent, oh mon Dieu, ça va être un mécanisme qui va profiter à l'industrie et comment qu'on peut profiter de tout ça comme consommateur. C'est vrai. Mais encore une fois, ça revient à l'éducation parce que je pense que ça pourrait donner un avantage aux consommateurs bien outillés. Un consommateur bien outillé pourrait justement en fait profiter de la tarification dynamique. C'est pas juste une question de payer plus, mais aussi on peut effectivement profiter de certaines aubaines qu'on n'a pas accès présentement. Donc, dans le fond, le but, c'est d'optimiser les systèmes. Et puis, sans bout de ligne, le marché dynamique nous mène à avoir une filière agroalimentaire qui est plus efficace, qui perd moins. Ben, c'est sûr que tout le monde gagne, là. Ouais. Mais c'est dommage que l'annonce de Wendy's a été mal communiquée. Selon vous, c'est une question, les deux, éducation et aussi la maladresse de la communication. Ouais, en fait, moi je pense que le président, M. Tanner, a pris pour acquis que les gens étaient pour accepter le concept ou comprenaient le concept finalement. Je pense que c'est ça l'erreur. Puis en bout de ligne, il ne faut pas faire cette erreur-là. D'ailleurs, moi je pense que c'est la dernière fois qu'une entreprise va parler de tarification dynamique parce que ça passe pas. Ouais. On comprend. C'est comme on l'a vu souvent par le passé, des entreprises qui vont faire des annonces en pensant que, bon, c'est quelque chose qui est connu, mais ça ne l'est pas vraiment, puis c'est mal perçu ou ça. Donc, il faut faire attention lorsqu'on fait des annonces, puis c'est vraiment ça. Mais l'intention, c'est pas pour rien qu'on a parlé de ça, parce que je pense qu'il y a dans l'industrie, on est convaincu que c'est la voie de l'avenir. Pas juste pour la profitabilité des entreprises, mais aussi pour diminuer les coûts le plus possible. Et lorsqu'on diminue les coûts, on diminue l'empreinte écologique des entreprises. Non, je suis d'accord. C'est la première impression que j'avais aussi, c'était la même chose. Ça risque de faire des prises abusives, mais en comprenant l'idée Ouais. derrière... Donc, vous n'avez pas décidé de boycotter Wendy's? Pas vraiment. Je comprends bien, mais c'est l'effet
de l'annonce, initialement, c'était négatif, comme tout le Ah monde ouais, d'ailleurs, parce que ça requiert un peu d'explication, et qu'il l'a ouais. fait après. Ben, au Donc c'est début, bien. quand il est sorti avec l'annonce, là, je me disais, mais pourquoi qu'il en parle sur la place publique? Je veux dire, c'est C'est sûr que les gens verront pas l'avantage pour eux, là. Surtout dans un contexte où les prix, l'inflation alimentaire est un gros problème actuellement. Alors, c'est pour ça que ça n'a pas bien passé. Ouais, ouais. Non, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et puis, au niveau, quand on parle de index biosystem, des biotags ou les étiquettes biologiques, ce que moi je pense, c'est une sorte un système de euh, contrôle de qualité sophistiqué. Ouais. D'accord? Ouais. Mais le tag, l'étiquette qu'ils sont en train de mettre, est-ce que c'est accessible au public? Est-ce que moi, je peux lire l'emballage et voir comment on va accéder à ces étiquettes-là? Euh, Il y aura-t-il un appli mobile ou quelque chose comme ça? Ben, en fait, c'est possible d'avoir une application qui permettrait aux gens de comprendre, vous savez, mais c'est pas dans le modèle d'affaires de Biosystems. Mhm, Moi, je pense que ça en vient au détaillant. Est-ce que le détaillant, si le détaillant choisit d'être transparent, il peut le faire. mhm, Fait que c'est pour ça que c'est toujours. Puis évidemment, il y a l'aspect responsabilisation. S'il y a un rappel, tu sais, est-ce que c'est toujours ça avec les rappels, puis les produits, tu sais, l'aspect de la fraude alimentaire, c'est un aspect qui rend les entreprises mal à l'aise parce que, ouais, tu sais, on va poser des questions. Comme entreprise, on va chercher le meilleur prix possible aux ingrédients. Puis on va peut-être poser des questions sur la qualité, la provenance, etc. Mais parfois, il y a des entreprises, entre vous et moi, là, il y a des entreprises qui ne mhm, veulent pas entendre la réponse, hein. Ils veulent ouais, juste avoir un bon prix, le mieux ouais, possible. Donc, c'est pour ça que mais les biotags, à mon avis, représentent un aspect très intéressant parce qu'au niveau de la mécanique, ça ne prend pas plus de temps, mais on est en mesure d'avoir des réponses s'il y a un problème. mhm. Fait que moi, je souhaite un jour qu'on va voir plus de transparence pour le bien-être des consommateurs, bien sûr, mais je ne sais pas si ça va nous pousser à arriver à ça, là. Et selon vous, est-ce que vous avez eu l'impression que ce biotag risque de créer la confusion? Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre dans notre aliment? Parce que ce sont des molécules biologiques. Ouais. Donc, le risque est là que je peux avoir des questions. Est-ce que consommant des produits avec des biotags, est-ce que, tout comme l'OGM, Est-ce que tout d'un coup, nous, on va pouvoir être retracés nous-mêmes comme humains, là, puis ils vont savoir Big Brother, ils non, vont savoir où ce qu'on est, là? Ouais, non, même, c'est sûr. ouais, C'est sûr. mais les effets biologiques aussi en détriment à notre santé aussi. Est-ce Ah oui. que, est-ce qu'il y aura des réactions au niveau de la consommation? Parce que quelle quantité il y en a de ces biotiques dans les produits alimentaires? Donc, Ouais. euh, Ouais, non, c'est toujours c'est sûr. un peu plus scientifique, mais je pense qu'il y aura des brevets là-dessus, donc il n'y aura pas Ouais. beaucoup d'informations dans le domaine public, je suppose. Non, pas vraiment. Ah, Donc, mais c'est un très bon point, puis vous connaissez très bien le domaine. Puis comme chercheur, c'est sûr que hey, il y a l'aspect science et l'aspect culturel traditionnel de l'alimentation, puis souvent les deux mondes se confrontent, hein. oui. Puis les étiquettes biologiques, c'est un peu la même chose. On le Mhm. vu avec le génie génétique, on le voit avec la viande de culture, on le voit avec Remilk, justement, qu'on a Ouais. récemment approuvé par Santé Canada, qui est la même protéine qu'une protéine de vache, là. C'est la Mhm. même chose, là, mais les gens, oh mon Dieu, la fermentation de précision, c'est quoi ça? Comment ça fonctionne? Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éducation, mais ça se passe tellement vite, Pouba, c'est Ouais. incroyable que les gens ont de la difficulté à suivre là, actuellement. Ouais. Même au niveau, oui, l'éducation du public et aussi
même les politiques gouvernementales sont vraiment très lents, en fait, Ouais. à avoir des réglementations aussi. Mais on pense à approuver la science sans penser à la communication de la science. Ouais, exactement. Ouais. Puis c'est là où le bas blesse, parce que évidemment, il y a un contrat social qui doit s'établir entre la science et puis les consommateurs, parce qu'on parle de bouffe. Et la bouffe, c'est un aspect sensible. C'est un aspect sensible du marché. Alors, c'est pour ça que souvent, je trouve qu'au Canada, surtout au Canada, on manque, on porte pas attention suffisamment à l'aspect de la communication du risque. Ouais. Surtout, ouais, c'est vraiment la communication et l'éducation sont de pair, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et vous avez parlé de la viande cultivée, donc c'est un peu quelque chose qui m'intéresse aussi, quoique je ne suis pas convaincu que ce soit complètement durable, mais ce sera moins durable en comparaison avec les microprotéines. Est-ce que vous avez eu une indication de la part surtout les compagnies qui sont engagées dans le domaine de la cultivation de la viande? Ben, c'est une façon qui est plus accessible puis moins risquée, ça c'est Ouais, sûr. ouais. Euh, Durable en comparaison avec la production du bétail, par exemple. Ça, on ouais. est d'accord. Mais Ben, la mycoprotéine, c'est un aspect tellement intéressant, là, ouais, parce que là, tout d'un coup, on a accès à une protéine extrêmement intense, riche aussi, puis oui. qui demande très peu, là. Je veux dire, c'est assez incroyable, là, cette énergie. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que probablement qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Mhm. Puis, évidemment, c'est une approche très prometteuse, à mon avis. Est-ce que, est-ce que ça pourrait empêcher la viande de culture à pénétrer le marché? Parce que justement, on vient de trouver une solution durable, environnementale qui fait du sens. Ouais, C'est possible. C'est possible. ouais, Oh, oui. ouais. Mais moi, je pense, en gros, quand on regarde les investissements au Canada, même aux États-Unis, on s'intéresse de plus en plus aux ingrédients. Tu sais, c'est plus. On parle pas. Tu sais, l'innovation, c'est pas un bagel au goût de la gomme ballon, là. Tu sais, Mhm. c'est vraiment. On s'attarde au développement durable, à l'aspect environnemental des produits, puis on tente de développer de nouvelles technologies pour permettre à ces produits-là d'être plus, disons, plus, euh, plus efficaces et évidemment qu'ils soient meilleurs pour la santé aussi en même temps. Ouais, ouais. Et puis pour les microprotéines, selon vous, et vos études ou sondages que vous avez pu en faire, est-ce que l'acceptation du public est là ou est-ce que c'est la même chose, un peu, euh, ils hésitent un peu ou sinon je ne connais pas ça. Vous avez mentionné, oui. Pour moi, l'exemple que je donne parfois avec mes discussions, je dis que ce sont des champignons. On mange des champignons, donc c'est la même chose. Ouais, ouais, c'est Ouais, exactement. c'est la Mais même chose, je ouais. vais vous poser la question, Pouya, vous êtes dans le domaine, là, combien il y a de Canadiens qui savent que les mycoprotéines existent? Bon, pas beaucoup, pas beaucoup. En fait, pour eux, c'est une surprise quand j'en parle. Pour moi, c'est l'exemple que je donne, c'est typiquement, vous avez consommé des champignons et c'est la même chose. Ouais. On est en train Puis, de faire puis on ça a, aux grande échelle. puis là, on a vu la vidéo de Maya Farms. C'est un laboratoire, là, c'est pas une ferme. Fait que les gens, ils pensent, ben, les protéines, c'est fait sur une ferme. Ouais, Si c'est pas sur une ferme, je le mange pas. ouais, Tu sais? ouais, Fait que c'est ouais, pour c'est ça vrai. que il y a un changement de paradigme qui doit être fait. Est-ce que les producteurs agricoles vont avoir une chienne blanche à l'avenir? Mhm. Probablement, là. Probablement. Mhm. Ouais. Ben non, ça viendra. Parce que pour moi, moi, je pense que ce sera une priorité pour le public, les gens, c'est le coût de production. Et puis aussi, ce sera, est-ce que c'est bon pour la santé? C'est nutritif. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Puis la santé, nous, on le voit dans nos données, la santé est un facteur
assez important là. Pour les prochaines années. Là, ça va être très, très, très important. Ça va être une priorité. Il faut que ce soit une priorité pour le secteur alimentaire, c'est sûr. Ouais, ouais. Mm. Et parlons du coup, comme l'agriculture de régénération, selon vous, est-ce que ça va ajouter au prix déjà élevé des produits? Parce que McCain France va transférer le coût de production aux consommateurs. Ouais. Donc, pour moi, quel est comment balancer ce- cette façon de faire l'agriculture durable. Je suis pour l'agriculture de régénération, mais est-ce que le coût va pas laisser tomber les gens, le public en général, pour dire que non, ça coûte trop cher, pourquoi est-ce que je veux consommer quelque chose qui est trop cher? Ouais. Non, c'est un bon point. En fait, tout est une question de timing. Hein? Mhm, Le cas de McCain m'intéressait énormément parce que je pense qu'ils ont choisi le bon moment. mhm, L'inflation, bien sûr, est un problème ouais, pour la population parce que justement, on remet en question l'abordabilité des aliments. Mais en même temps, ça laisse la place à l'innovation aussi en même temps. Quand on a à réaligner nos pratiques qui pourraient justement pousser les prix des produits à des niveaux supérieurs, mais là, il y a de la place d'un coup. On a, et puis je le dis souvent les gens me disent, ah, les prix vont-ils diminuer? Non, les prix ne diminueront pas parce que l'industrie, justement, s'adapte et adopte de nouvelles pratiques. Puis avec la pression sociale, il faut que les consommateurs comprennent que si on demande aux producteurs d'être plus verts, d'adopter des pratiques environnementales, puis qu'on décarbonise l'industrie, ce qui est mhm, souhaitable en soi, mais on ne peut pas s'attendre à ce que tout coûte la même chose. Là. C'est pour ça que c'est important. Moi, je pense que c'est important. Ce que McCain a fait, c'était très, très important pour deux raisons. D'abord, on a créé un partenariat avec les producteurs, puis aussi en même temps, on y est allé au bon moment où il y avait quand même une augmentation des prix. Et on ne poussait pas les prix à la hausse. Il y avait quand même une inflation naturelle sur laquelle on pouvait s'appuyer. mhm, Donc, c'est pour ça que l'adoption de nouvelles technologies ou de nouvelles pratiques est plus facile à ce moment-là. ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Et on est arrivé presque à la fin. Donc, Sylvain, un grand merci à vous. C'était un plaisir d'être de ce webinaire, de cette série. Et Ben à oui, la c'est la prochaine. fin. Oui, oui. Hein. Il va falloir en On- organiser d'autres. oh, bien sûr. Et bon, j'espère vous voir à Saskatoon de ce Ah jour. oui, éventuellement cet été, je vais être à Saskatoon, alors en espérant d'aller vous voir. Oh, bien sûr. OK. Parfait. À bientôt. Merci Au beaucoup, Sylvain. revoir. Au revoir. Bye bye.